afin de parler plus en détail de la problématique de ma thèse, je vous invite à assister à une séance de psychanalyse. Merci. Bonjour Pierre. Vous m'entendez? Oui, bonjour Pierre. Bonjour Paulina. Vous allez bien? C'est pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, comme je vous ai prévenu, on aura notre séance depuis la soutenance de ma thèse. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Non, non, il n'y a pas de souci, allons-y. Très bien. Merci beaucoup. Comme je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai parlé de mes propres soucis personnels face à l'institution et aujourd'hui, il me semble important d'y revenir. Comme je vous ai dit, à chaque fois où je me retrouve dans une communauté ayant, on va dire, une activité prédéfinie, j'ai tout de suite envie de m'occuper d'autre chose. Par exemple, après avoir intégré la fac de psychologie à Saint-Pétersbourg, je me suis tout de suite lancée à l'apprentissage du français qui n'avait rien à voir avec le cursus. Ensuite, je déménage en France et je commence à apprendre les actualités en Russie d'une manière presque compulsive. Ensuite, je décide de rédiger une thèse en art plastique et d'autres champs disciplinaires commencent à m'attirer. Donc voilà, depuis l'enfance, j'ai envie de transgresser les règles de n'importe quelle institution. Voilà. Et donc, vous avez besoin du contexte de cette soutenance pour l'évoquer? Bon, je ne peux pas ne pas penser à l'idée de l'étude de la performance en tant que stratégie d'adaptation aux symptômes psychologiques individuels, même si cela paraît un truisme. Mais je crois que la figure de l'autre, et notamment vous, pourrait déconstruire l'histoire de l'art et même faire résonner cette idée autrement. Depuis voilà, notre rencontre précédente, je continue à penser aux ambitions non réalisées de mon père, que j'essaie de réaliser, et notamment au sein des institutions. Et comment vous sentez-vous dans ce désir qui n'est finalement pas le vôtre? Justement, à chaque fois où je me retrouve au sein de l'institution, qui d'ailleurs n'est pas toujours facile à intégrer, et qui me permettrait à réaliser mes ambitions, et peut-être d'ailleurs pas les miennes, et je me mets tout de suite à la transgresser. Et tout commence par la pulsion à l'institution, mais se poursuit par sa transgression. Alors peut-être que c'est dans cette transgression que consiste votre procédé artistique, et en transgressant l'institution, vous vous libérez de l'exigence de votre père pour qui vous avez décidé d'être l'objet du désir. Et vous croyez que je n'existe pas en tant que sujet jusqu'à ce que je ne commence pas à combattre la réglementation d'une structure que j'ai décidé d'intégrer? Bon, peut-être que c'est une interprétation un peu schématique. Mais oui, en effet, je crois que la transgression des institutions peut être considérée comme le moyen de la séparation du désir du père. Peut-être à un moment donné, elle se séparera de sa raison d'origine et ne deviendra que votre procédé artistique. Bon, j'espère que c'est déjà un peu le cas, mais c'est ainsi qu'on peut mettre en cause l'histoire de l'art si on considère que le procédé artistique de chaque artiste est un moyen de dépassement du contexte traumatique familial. Bien sûr,
c'est la force primordiale motrice à n'importe quelle activité humaine. Et c'est ainsi que ma thèse qui vise à posséder un statut scientifique devient un moyen de dépassement de la situation personnelle. Vous avez dit que vous travaillez dans le paradigme de recherche-création. C'est ainsi que vous vous trouvez dans une situation quelque peu exceptionnelle. Comme dirait Lacan, vous vous trouvez entre le discours antagoniste, que sont le discours universitaire et le discours de l'analyse. Vous êtes et le sujet et l'objet du savoir. Vous n'êtes donc pas aligné dans les savoirs que vous produisez. Et c'est ainsi que je me retrouve dans le miroir de mon propre texte, étant et son sujet et son objet. Et notamment, dans la thèse, je fais une supposition que, dans la situation de l'anomie, après la Seconde Guerre mondiale, les artistes tentent non pas seulement de prendre conscience de la vérité, mais de devenir eux-mêmes la vérité. Et d'une part, si je deviens l'objet du savoir, je peux être légitime, ma pratique peut être légitime et étudiée. Mais une fois je deviens le sujet du savoir, je me retrouve tout de suite dans la structure dirigée par le maître. Mais ne pensez-vous pas que c'est peut-être pour cela que vous avez tenté de faire plaisir à ce maître, notamment en utilisant l'opposition traditionnelle entre l'empirique et le discursif, ou en convoquant une méthode d'analyse de contenu a priori objective et qui peut-être ne devient dans cette thèse qu'un code universitaire? Peut-être, mais en même temps, j'essaie d'éviter une structure traditionnelle de la thèse. Et par exemple, en histoire de l'art ou en sociologie, le plan de la thèse devient une sorte de moulage de mes associations sur le sujet. Et dans une certaine mesure, je même casse la méthodologie de la recherche. Elle commence par les hypothèses, voilà, ayant le caractère général. Ensuite, ces hypothèses sont vérifiées à travers les études des différents cas. Et ensuite, la thèse fait le virage topographique et bascule dans le territoire de l'URSS et de la Russie. Et là où les conclusions faites à partir des deux premières parties se refractent d'une manière souvent assez particulière. Et ce chapitre dédié à la performance en Russie et à la Russie, simplement, vous a-t-il permis de faire des conclusions spécifiques? Des conclusions que ne vous avez pas permis de faire votre étude sur cet art que vous dites occidental? Je crois que oui. Et à part la recherche des causes du chemin particulier de la performance en Russie, j'ai eu aussi l'intérêt d'étudier les stratégies de son institutionnalisation en Russie. Et puisque l'art contemporain est un domaine assez hermétique en Russie, son institutionnalisation passe non pas, par exemple, par la participation du public extérieur, mais par l'initiation des siens. Et notamment, les artistes de la performance créent leurs propres écoles ayant souvent un caractère informel. Et à travers ces écoles, ils mettent en question la réalité proposée par le maître via la mise en cause du discours universitaire, souvent à travers des méthodes pédagogiques spécifiques ou les disciplines spécifiques proposées. Voilà, donc voici comment la performance déjà institutionnalisée, peu importe, notamment en Russie, peut garder sa méthodologie de l'art et la vie confondus. Voilà. Vous avez beaucoup parlé de la tactique de l'affirmation subversive, celle qui permet à la performance de maintenir ses capacités limitantes. Très bien. Mais pensez-vous que cette intervention, aujourd'hui, possède ses capacités? Je vais vous répondre par un exemple. Il y a 7 ans, au sein du cours de Pascal Weber, j'ai réalisé une performance pour elle. J'ai demandé à des différents commerciaux autour de la fac
de garder des petites enveloppes pour elle. La personne du pressing a même accepté à glisser une photo de Pascal que je trouvais sur internet dans la poche d'une veste masculine. Ensuite, on a fait un tour avec les étudiants et Pascal autour du quartier. Pascal a prononcé un mot de passe après lequel les commerçants lui ont remis son enveloppe. Et bon, maintenant, je regrette d'avoir outrepassé les frontières personnelles de Pascal, mais en même temps, le souvenir me fait penser que le niveau micropolitique de la performance, c'est aussi juste une seule personne. Et c'est sur ce niveau-là, l'utopie peut se transformer en réalité. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est bien, d'accord. Mais quel est le rapport entre ce qui se passe ici à l'institutionnalisation de la performance? Cette intervention n'est-elle pas une sorte de théâtre? C'est vrai que le détournement d'une situation, n'importe laquelle, ne le rend pas nécessairement performative. Et dans la thèse, je parle souvent de la transformation de la réalité par la performance, mais je fais échapper son potentiel modélisant, tandis que celui-ci permet de créer des marges dans la réalité, des zones grises qui peuvent permettre de faire un essai de ce qui n'a pas encore existé, mais a été oublié. Et notamment, chacun de vous, dans sa pratique personnelle, fait recours au discours de l'analyste, en essayant de brouiller des hiérarchies et visant de construire le savoir. Mais aujourd'hui, vous changez de rôle et vous représentez un corps collectif du discours universitaire. Et donc, ce qui se passe ici en ce moment vise donc à imaginer comment on peut déconstruire ce discours universitaire. Voilà. Donc, non, ce n'est pas un théâtre. Merci Paulina pour cette séance. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Pierre. À la semaine prochaine.